Bienvenue sur Madame Relatable, le podcast où on parle de tout et de n'importe quoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche ensoleillé, du moins sur Paris. On a du soleil. Je voulais prendre quelques minutes avant de commencer cet épisode pour vous remercier d'écouter le podcast, vous remercier de me suivre parce qu'on a quelques abonnés du coup, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast. Donc merci infiniment, je ne vous connais pas mais ça me touche énormément que vous preniez du temps sur vos journées pour m'écouter un peu blablater et raconter des bêtises dans vos oreilles. D'ailleurs, si vous m'écoutez sur Apple Podcast, je serais très reconnaissante que vous puissiez me laisser un petit commentaire tout en bas du podcast. En gros, quand vous scrollez vers le bas, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 étoiles et vous pouvez laisser un commentaire. Si vous pouvez prendre 2 secondes, mettre sur pause le podcast et le faire, ça me toucherait énormément. Et si c'est sur Spotify, laissez juste les étoiles, ça me fait plaisir aussi. Et encore mieux, si vous avez 2 minutes, envoyez-moi un message sur mon compte Instagram perso ou mon compte Instagram Madame Relatable. Vous avez tous les liens en barre d'infos des épisodes et aussi dans la description du podcast. Donc merci infiniment et on va enchaîner du coup avec l'actualité pop culture. Un gros débrief de ce qui s'est passé cette semaine, ça n'a pas été de tout repos. Donc voilà, on va commencer. Pour commencer, parlons de Euphoria. Euphoria qui est l'une de mes séries préférées, c'est pour moi un chef-d'œuvre, c'est une œuvre d'art. C'est l'une des meilleures séries de tous les temps et je pense que ceux qui n'ont pas regardé Euphoria loupent quelque chose. Après, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit, je pense, et c'est pas le type de série qu'on peut regarder tous les jours, mais ça fait partie des meilleures séries avec Game of Thrones ou The Last of Us. Enfin, il y a plein d'autres séries HBO qui ont très très bien marché. Et Euphoria, c'est vraiment incroyable. Je pense qu'il faut surtout s'accrocher la première saison. La deuxième saison est vraiment super et plus accessible à tous. La première, il faut vraiment être patient et très ouvert d'esprit. Je pense que moi, je me suis tombée amoureuse à partir de l'épisode 4. Donc voilà, si vous n'avez pas vu Euphoria, let's go. C'est dispo sur Amazon Prime et sur HBO. Bref, tout ça pour dire que la saison 3 d'Euphoria serait filmée aux USA, à Singapour, en Italie, en Angleterre et en Irlande. Et là, je me dis, ok. Petite info supplémentaire, c'est que cette saison, elle est censée se passer 5 ans dans le futur après l'épisode final. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à y croire, sachant que Roux, elle doit des thunes à la nana qui nous fait flipper là. Et ça m'empêche de dormir la nuit. Je me dis, mais attends, comment elle va faire? Comment elle va s'en sortir? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas traité le sujet dans la finale? Qu'est-ce qui s'est passé? Nate, lui, il a envoyé son père en tôle. Cassie, elle s'est fait tège. Maddie, je me dis, ok, elle va faire quoi? Kat, elle quitte la série, donc bon, on s'en moque un peu. Et Jules et Roux, est-ce que ça va s'arranger? Qu'est-ce que ça va donner? Donc, j'ai trop de questions et j'ai vraiment du mal à croire qu'ils puissent autant. Ou alors ils vont faire un bond dans le futur et du coup, la saison 3 se passera un peu dans le passé. On va voir ce qui s'est passé durant ces 5 ans. J'en sais rien. Ça n'a aucun sens. J'ai du mal à y croire, mais on verra. Je m'attends à tout avec Euphoria. Honnêtement, je serais pas étonnée et je fais confiance à Sam Levinson pour ne pas nous décevoir. Voilà, donc en parlant de Euphoria, Zendaya était à Venise pour un événement Bulgarie avec Anna Thaoué et Priyanka Chopra. Elles étaient toutes sublimes, elles avaient des parures, des bijoux de dingue, elles étaient toutes vraiment magnifiques. Et Zendaya était aperçue avec Tom Holland à Venise en train de, je sais pas, de se prendre en photo, de se faire des câlins, des bisous. C'était trop mignon parce qu'on les voit jamais trop trop souvent affectifs entre eux quand ils sont dans la rue. C'est des gens qui sont très très privés, donc c'était mignon. Et toujours en parlant d'Euphoria, RAS du côté de Sydney Sweeney, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit qu'elle était potentiellement en rupture avec son mec à cause de l'histoire avec Glenn Powell. Mais apparemment, ce n'est pas le cas puisqu'elle a été aperçue en train de tenir la main de son mec dans les rues de Los Angeles. Donc pas de problème de ce côté-là. Pour la suite, je voulais vous parler de The Weeknd. The Weeknd qui veut abandonner son nom, The Weeknd du coup, et revenir sous son nom initial de Abel Tesfaye, j'espère que je le prononce bien, qui est son vrai prénom du coup. L'artiste de 33 ans veut un peu tuer son nom de scène et fermer ce chapitre de sa vie petit à petit. Il a comme une envie un peu de renaître de ses cendres. Et là, du coup, l'album sur lequel il travaille actuellement, c'est vraiment le dernier en tant que The Weeknd. Par la suite, il voudra faire quelque chose un peu différent. Je pense quelque chose d'un peu plus doux. Je l'imagine faire un peu des chansons comme Missed You. Je sais pas si vous l'aviez écouté, Missed You. Pour moi, moi, c'est ma chanson préférée, je pense, avec Save Your Tears. C'est quelque chose de beaucoup plus soft et moins trash que toutes les chansons qu'il a pu faire. Donc voilà, et donc c'est quand même un chapitre qui se ferme parce que The Weeknd, je sais pas si vous êtes au courant, mais en gros, le nom, il vient d'où? Il vient du fait qu'il ait quitté sa maison quand il avait 17 ans. Il a quitté le lycée, il a tout pris, il a juste pris un matelas de chez ses parents, il l'a mis dans un van d'un de ses potes, ils sont partis en week-end et il est jamais revenu. Et du coup, voilà, il s'appelle The Weeknd et il n'y a pas de E à The Weeknd parce qu'il y avait
comment on appelle ça? Un groupe de musique, au Canada qui avait déjà le nom de The Weeknd avec un E et du coup, il l'a enlevé et voilà. Donc The Weeknd, affaire à suivre. Je vais le voir en concert au mois de juillet à Barcelone. Je suis comme une dingue. Toujours en parlant de The Weeknd, je voulais parler de sa potentielle ex-petite amie Angelina Jolie. Rien n'avait été confirmé, l'année dernière quand on les avait aperçus ensemble, mais Angelina Jolie se lance dans le monde de la mode avec son projet Atelier Jolie. Il s'agit en gros d'un nouveau lieu, d'un monde un peu dans lequel chacun peut créer et s'inspirer et nourrir, de nouvelles idées. Et son travail, ce projet, du coup, ça a été inspiré par son appréciation et son profond respect pour les nombreux couturiers et créateurs avec qui elle a travaillé au fil des années, et aussi de son désir d'utiliser des matériaux, un peu vintage, de qualité, des tissus inutilisés, et aussi de faire, partie d'un mouvement qui favorise, une plus grande expression de soi. Donc vraiment, l'objectif, comme on peut le lire du coup sur, son Instagram, Atelier Jolie, c'est de démocratiser l'industrie de la mode en offrant la possibilité aux talents émergents de créer et de mettre en avant, leurs idées, et de mettre en contact du coup les jeunes esprits avec des maîtres artisans et des clients, potentiels. Donc voilà, pour elle, c'est vraiment un lieu d'expérimentation qui laisse place un peu à la durabilité grâce à l'utilisation de matériaux, pardon, inutilisés ou vintage, qui vont, du coup donner, une seconde vie aux vêtements. Et pour elle, là, son objectif, c'est vraiment mettre en avant, l'expression de soi. Elle veut vraiment que ce soit une opportunité pour tous les créatifs qui peuvent travailler et collaborer en toute liberté avec des tailleurs, des modélistes, des artisans du monde entier, et se découvrir un peu soi-même. Donc je pense que c'est un super projet. On sait qu'elle est vachement axée sur tout ce qui est, charité, même la mode de façon globale, parce que je trouve qu'elle en a perdu un petit peu. On la voit beaucoup moins qu'avant, mais c'est quand même une icône, Angelina Jolie, en tant qu'actrice et en tant que mannequin. C'est quand même une figure importante de la mode, donc j'imagine que mêler un peu cette durabilité, ce côté charité et ce côté mode, ça peut être ultra, ultra intéressant, notamment du coup pour, les jeunes créatifs. En parlant d'icônes, je voulais parler de Beyoncé et Jay-Z. Beyoncé et Jay-Z qui ont acheté la maison la plus chère de Californie pour la modique somme, asseyez-vous s'il vous plaît, de 200 millions de dollars. Elle fait 30 000 mètres carrés, elle se situe à Malibu et c'est un record puisque la dernière maison, la plus chère, des États-Unis était à 177 millions de dollars, et l'avant-dernière était à 160 millions de dollars et avait été achetée par, Jeff Bezos en 2021. Mais bon, on va pas le plaindre puisque monsieur Bezos a un bateau qui vaut 500 millions de dollars, qui s'appelle le Kourou, qui mesure 127 mètres de la proue à la poupe et qui a mis plus de 5 années à être construit. Il peut accueillir jusqu'à 18 invités et possède 40 employés sur le bateau. Donc c'est assez impressionnant, et je vous épargne les détails, hein, de tout ce qu'il y a dessus, les piscines, enfin il y a tout ce que vous pouvez imaginer sur le bateau. Bref, du coup, Beyoncé a acheté cette maison. Elle a été vendue par, la personne qui est tout en haut de la chaîne et qui a créé, toutes les séries, du type, Feux de l'amour, ce genre de choses, et la dernière fois que la maison était sur le marché, je crois que c'était en 2013, et elle valait 18 millions d'euros, et actuellement, du coup, elle en vaut 200 millions. Donc c'est énorme, et il me semble qu'il a fallu plus de 10 ans pour la construire. Voilà, en tout cas, Beyoncé qui est actuellement dans la première partie de sa tournée Renaissance World Tour, qui a débuté, à Stockholm en Suède, il y a moins de 2 semaines, et après 5 soirées à Londres en mai et début juin, elle se rendra en France, aux Pays-Bas et en Allemagne avant d'arriver en Amérique du Nord, à Toronto le 8 juillet, et le tout du coup se terminera le 27 septembre à la Nouvelle-Orléans. Donc elle va pas tout de suite profiter de cette nouvelle maison, et je me pose des questions, je me dis quand ils partent en tournée comme ça, elle voyage avec qui? Est-ce que ses enfants, ils sont là constamment, ou est-ce que, elle rentre, aux États-Unis de temps en temps, genre si elle a une semaine off, même si je crois pas qu'il y ait une semaine à chaque fois, elle doit avoir un concert tous les 3 jours ou un truc comme ça. Je me demande comment ça se passe. Est-ce que Jay-Z et les enfants voyagent tout le temps avec elle ou pas? Vous me direz, ils ont des nounous, ils ont tout à disposition, mais ouais. Et la deuxième question que je me pose, c'est si la personne du coup qui a vendu cette maison est passée par une agence ou pas du tout. Parce que vous savez que les agences prennent quand même 3 de commission sur le montant total d'une maison, et que l'agent immobilier en question prend 30 environ des 3 de la commission. Donc ça fait une sacrée commission. Voilà, voilà pour Beyoncé. Petite info sur Shakira, je voulais quand même revenir sur mes propos des semaines précédentes. Elle ne sort pas avec Tom Cruise. Elle vit sa best life à Miami. On l'a vu faire un tour en bateau avec Lewis Hamilton. Elle prend du temps et elle s'est fait une nouvelle BFF qui est, Gisele Bündchen, qui a été, mariée, à Tom Brady, le joueur de NFL. Ils se sont séparés récemment, il y a à peu près 1 an. Tom Brady, du coup, qui a été lié à Kim Kardashian, la semaine dernière. Je sais plus si je vous en avais parlé ou pas, mais en gros, il y avait un peu des rumeurs comme quoi les 2 se fricoteraient. Donc voilà, RAS du côté de Shakira, pas de Tom Cruise en tout cas. En parlant de mannequin Gisele Bündchen, ça me fait penser à Harry Styles.
Harry Styles, ne me tapez pas dessus s'il vous plaît, mais Harry Styles, en gros, il y aurait un rapprochement avec Candice Swanepoel, qui est l'une des mannequins Victoria's Secret. Il faut savoir quand même que Harry, c'est l'un des artistes les plus convoités au monde. Il a 29 ans, Candice, elle en a 34. C'est l'une des mannequins Victoria's Secret les plus connues. Elle vient d'Afrique du Sud. Elle est magnifique, elle est toute blonde aux yeux bleus, elle est incroyable, elle me fait un peu penser à Charlize Theron. Et c'était quand même la septième mannequin Victoria's Secret avec qui Harry Styles fricote. Et il faut savoir que Candice, elle était en couple pendant je crois 12 ans, si je dis pas de bêtises. Elle avait rencontré son ex quand elle avait 17 ans et ils se sont séparés en 2018. Ils ont 2 fils ensemble. Donc voilà. Et du coup, les fameuses mannequins Victoria's Secret avec lesquelles Harry était un peu en contact, il y avait Sarah Sampaio, Georgia Fowler, Kendall Jenner, Nadine Leopold, Cara Delevingne et Emrata, bien évidemment. Donc tout ça prouve que Emrata, c'est finito pipo. C'était probablement un coup d'un soir et bien évidemment, comme Emrata était ultra pote avec Olivia Wilde, je pense que c'était un peu compliqué pour que les 2 aient une relation amoureuse. Pour la suite, je voulais mentionner quelque chose sur James Bond. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en gros, Daniel Craig ne sera plus, le James Bond dans les prochains films et donc du coup, ils sont en train de caster un petit peu et de faire une liste des personnes qui pourraient potentiellement, le remplacer et récemment, il y a des sources qui ont, mentionné quelqu'un qui n'était pas de base dans la liste des castings, qui serait Paul Foreman. C'est le mec de Emily in Paris, le tout dernier qui était, je me souviens plus son nom dans la série, qui sortait avec, Mindy, comment elle s'appelle? Je ne sais plus, j'ai oublié son nom. Bref, le BG français, trop, trop mignon. En tout cas, l'objectif là, tout de suite, c'était un petit peu de réimaginer le personnage et les casteurs, les casting directeurs veulent personne au-dessus de 40 ans, mais ils veulent pas non plus un gamin de lycée. Donc dans l'idéal, ce serait quelqu'un qui aurait la trentaine d'années et pour du coup, ce qui est des personnes qui sont un peu sur la liste d'attente et qui peuvent être potentiellement éligibles pour être James Bond, on a, Paul Mescal, Robert Aramayo, Sam Claflin, Jacob Elordi, même si Jacob, je pense qu'il est un peu jeune, Theo James, Liam Hemsworth, Liam, non, de mon côté, Andrew Garfield, Will Poulter, Aaron Taylor-Johnson, Miles Teller et René Jean Page. En réalité, je pense que Paul Mescal, ça peut passer. Sam Claflin, je pense pas, mais Theo James, oui. René Jean Page, oui. Et Aaron, oui. Donc, affaire à suivre là aussi. Par la suite, je voulais vous parler de Meghan Markle et Harry. La duchesse de Sussex a été récompensée par le prix Women of Vision Award pour son engagement en faveur des femmes et des jeunes filles lors d'un gala organisé par la fondation Mrs. Foundation for Women. Et du coup, à l'occasion de ses 50 ans, l'institution créée par la journaliste et activiste Gloria Steinem récompensait les femmes ayant à leur manière contribué à l'évolution du féminisme. Donc Meghan Markle a été récompensée et sur scène, elle a remercié Gloria qui lui a remis le prix. Elle l'a remercié d'être une source d'inspiration pour son mentorat, ses conseils avisés, son sens de l'humour extraordinaire et pour, son amitié incroyable. Et après son passage sur scène, la duchesse, a été rejointe par son époux, le prince Harry et sa mère, Doria Ragland. Donc voilà, il s'agissait de la première apparition publique de Meghan Markle en compagnie d'Harry depuis son absence, au couronnement du roi Charles III le 6 mai dernier. Et d'ailleurs, du coup, le prince Harry et Meghan, ainsi que sa mère, cette nuit-là, ils ont été poursuivis, en voiture dans New York par des paparazzis. Donc la course-poursuite a duré 2 heures environ et a été qualifiée de presque fatale par les équipes de sécurité des Sussex. Et ça rappelle un petit peu la tragédie de la princesse Diana qui était décédée dans un accident de voiture causé par des paparazzis en 97. Donc très très tragique. Et cette course-poursuite, du coup, elle a failli provoquer des collisions avec d'autres conducteurs, des piétons et 2 agents de la police de New York, selon un porte-parole qui a transmis un courriel à l'AFP. Et ça disait qu'en gros, le public était en danger à plusieurs reprises et que ça aurait pu être fatal. Ils sautaient les trottoirs et les feux rouges. Et à un moment donné, ils ont bloqué la limousine qui transportait le couple et ont commencé à prendre des photos jusqu'à ce que ils puissent finalement enfin sortir, quoi. Donc ouais, les paparazzis, on pourrait faire un épisode sur les paparazzis parce que je pense qu'il y en a qui sont adorables, ils adorent leur métier, ils sont très, bienveillants, ils sont vraiment choupis et d'autres où c'est des chacos, j'allais dire chacal, chacos. Hem, je sais pas, là, ça se trouve, je suis en train de dire une dinguerie. Bref, c'est des tueurs, ils sont affreux et ils feront tout pour avoir une photo. Donc pas ouf, quoi. Enfin, j'en vois des fois à la Fashion Week, comment ils parlent, comment ils poussent et c'est dingue. Enfin bref et du coup, Meghan et Harry, ça fait aussi 5 ans qu'ils sont mariés. Je sais pas si vous vous souvenez de leur mariage. Leur mariage avait coûté 36 millions d'euros, 10 millions de plus que celui de Kate et William.
de quoi, de quoi, animer, les tensions qui sont, déjà présentes au sein, des 2 couples. Et rapidement, je voulais aussi rendre hommage à 2 reines. Martha Stewart, 81 ans, qui est une personnalité télévision et femme d'affaires américaine, fondatrice du magazine Martha Stewart Living et connue pour ses émissions de lifestyle, comment améliorer sa maison, ses livres de cuisine et de nombreux autres business qu'elle a, ainsi que du coup Megan Fox, 37 ans, qui est connue elle pour ses rôles dans Transformers. Elles ont toutes les 2 fait la couverture de Sports Illustrated et je sais pas si vous connaissez ce magazine, mais c'est un magazine qui a été créé, le 19 août 1954. C'est l'un des plus importants magazines sportifs hebdomadaires américains. Il faut compter environ, 3 millions d'abonnés et il est généralement lu par, 23 millions de personnes chaque semaine. Et bah, cette couverture, elle est incroyable. Enfin, Martha Stewart, 81 ans, en maillot de bain. À chaque fois, les nanas qui sont en couverture, elles sont en maillot de bain et c'est des femmes qui sont incroyables. Avant, c'était beaucoup des mannequins vraiment, purement type Victoria's Secret et ça s'est vachement démocratisé. Ashley Graham, elle avait fait la couverture, en 2018. Pour ceux qui savent pas qui c'est l'une des plus belles femmes du monde. C'est une mannequin plus size et on fait voir tous leurs «défauts» entre guillemets. C'est incroyable. Donc là, de voir Martha Stewart à 81 ans en couverture d'un magazine qui va être lu par des millions, millions de personnes. Enfin, je trouve ça tellement courageux. Même moi, là, si demain ils m'appelaient, je leur dirais non, quoi. Ou alors vous me photoshopez de la tête aux pieds, mais ça n'a pas d'intérêt. En tout cas, il y avait pas trop de thèmes du coup pour cette année. C'était plutôt une vision, un sentiment et un peu, une mise en avant d'un espoir que les femmes puissent vivre dans un monde où il y a pas de limites, internes ou externes. Et bien qu'il y ait pas de thème, particulier pour cette année, ça ne signifie pas qu'il y a pas de traits, en commun, de points communs avec, bah, du coup, toutes celles qui font partie de la couverture. Il y en a plein. Il y a aussi Kim Petras qui fait partie de la couverture. Il me semble qu'elles sont 4. Donc voilà, en tout cas, ils évoluent constamment et je trouve ça vraiment, vraiment génial. Petite parenthèse pour, faire, bah, un petit, récap, des infos réseaux sociaux slash Netflix. TikTok a été banni au Montana. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais en gros, aux États-Unis, la guerre contre TikTok, elle a vraiment franchi, bah, une nouvelle étape puisque le gouverneur du Montana a promulgué la loi qui bannit l'application dans cet État américain. Et du coup, ça marque vraiment le début d'une probable bataille, légale juridique jusqu'à Washington, où le Congrès envisage d'interdire l'application dans tout le pays. Apparemment, ce serait pour protéger du parti communiste chinois les données personnelles et privées des utilisateurs, qu'il a banni, l'application dans le Montana. Donc c'est ce que du coup, le gouverneur a tweeté. Déjà, quand tu passes par Twitter, déjà pour moi, il y a un problème, mais c'est vrai que les politiques utilisent vachement Twitter. Hem Il faut savoir que TikTok, il appartient au groupe, chinois ByteDance et qu'il y a de nombreux élus américains qui pensent que la plateforme de vidéos, du coup, que vous connaissez si bien, et qui est fréquentée par d'ailleurs 150 millions d'Américains, elle permet à Pékin, en gros, d'espionner et de manipuler les utilisateurs. Donc voilà, l'application, elle l'a toujours nié, mais le parlement, du Montana, il avait adopté, mi-avril un texte qui ordonnait, du coup, à Apple Store et à Google Play de plus distribuer TikTok à partir du 1er janvier 2024. Donc affaire à suivre. En tout cas, les entreprises qui sont concernées, elles risquent des amendes de 10 000 $ par jour à chaque infraction, puisqu'il faut savoir que oui, on utilise tous TikTok pour un usage personnel, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent pour bah, faire de la pub de leurs services, de leurs produits. Donc ça, plutôt, enfin, ça, je pense que ça peut plutôt les impacter. Et en revanche, les Américains sont pas contents puisqu'ils accusent un petit peu l'État de censurer finalement la liberté d'expression des Américains, quoi. Donc voilà pour la petite, parenthèse réseau social. Pour ce qui est de Netflix, du coup, je sais pas si vous connaissez la série Ginny et Georgia, mais elle est renouvelée pour une saison 3 et 4. Donc là, je suis ultra contente. J'ai vraiment kiffé cette saison, j'adore. J'adore et notamment la deuxième, elle était vraiment top. Donc c'est plutôt une bonne série, une bonne nouvelle pour la série Netflix, qui est, l'un des plus grands succès pour les adolescents. Heu, bon, je me considère pas comme une adolescente, mais j'ai kiffé quand même. La seule chose que j'espère, c'est qu'on n'aura pas à attendre 1000 ans, parce que la première saison, elle est sortie en 2021 et là, la deuxième, elle a dû sortir début d'année, genre, peut-être février-mars. On a attendu presque 2 ans pour avoir, la deuxième saison. Bon, il y a eu le covid et tout entre-temps, mais voilà, j'espère que ce sera pas le cas à nouveau. Et toujours sur Netflix, nouvelle saison de Nouvelle École. Les 4 premiers épisodes sont sortis mercredi dernier et les prochains, du coup, sortent la semaine prochaine. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est un concours de rap avec à la clé 100 000 € à gagner et les juges, du coup, c'est, SCH, chez Nixa. Donc voilà, pour ceux qui kiffent, foncez sur Netflix et allez regarder. Moi, c'est pas trop mon délire, mais je sais que c'est une émission qui marche, énormément, surtout émission française, c'est plutôt rare du côté de Netflix.
Enfin, pour conclure, comme vous le savez, la semaine dernière, on a pu assister au défilé croisière, annuel, d'Etam sur la terrasse Sénéquier à Saint-Tropez. Ils ont présenté leur tendance swimwear pour cet été et autant vous dire qu'il y en a pour tous les goûts. Je sais pas vous, mais moi perso, j'adore Etam. C'est une marque, chez laquelle j'achète depuis 1000 ans. J'ai jamais trop acheté chez Undies ou chez Princess Tam Tam. Princess Tam Tam, c'est génial, mais c'est beaucoup plus cher. Il y a une marque que j'aime beaucoup aussi, c'est Livy. Mais Etam, j'adore parce qu'ils se renouvellent très souvent, mais en même temps, ça reste dans le même style. J'achète leurs pyjamas là-bas, ça me dure 1000 ans. Franchement, Etam, si vous m'écoutez, vous pouvez me sponsoriser parce que je dépense des salaires chez vous en pyjama. Euh, et j'aime beaucoup aussi leurs sous-vêtements, leurs maillots de bain. Le seul un petit peu inconvénient qu'on peut trouver à toutes ces marques-là, c'est que bah, du coup, notamment pour les maillots de bain, on va souvent se retrouver à la plage avec les mêmes maillots de bain que tout le monde. Donc c'est un peu l'inconvénient, mais je trouve qu'ils en ont quand même pour tous les goûts, donc ça, c'est plutôt top, que ce soit aussi bien au niveau des formes, des textures que des couleurs et des motifs. Donc voilà, du coup, au défilé Etam, il y avait quelques célébrités comme Caroline Receveur, Iris Mittenard ou encore Léa et lui qui a co-signé une collection. Constance Jablonski qui a ouvert et fermé le défilé. Donc voilà, c'était très, très Frenchy en tout cas. Et du coup, cette semaine, on est en plein festival de Cannes qui se déroule du coup du 16 au 27 mai. Et là, on a une pluie de célébrités. J'étais d'ailleurs assez étonnée. J'étais pas très loin de Cannes la semaine dernière, donc j'ai un peu les boules d'avoir loupé ça. Mais on a pu voir DiCaprio, mon amour, l'amour de ma vie, DiCaprio. Euh, il est d'une beauté. C'est fou parce que quand je vois les photos de paparazzi ou ce genre de choses, il est toujours très discret généralement. Soit c'est jean, casquette, il est sur son vélo dans New York et on le voit quasiment pas. Soit il est à la plage, il ressemble à rien. Mais en costard cravate, quand il est un peu apprêté et qu'il a pris un peu soin de lui, je trouve que c'est fou. Bref, c'était la parenthèse DiCaprio. On a vu du coup De Niro, Adèle Exarchopoulos, Pierre Ninet, Harrison Ford, Nabila, Salma Hayek, Julianne Moore. Il y avait qui d'autre? Il y avait Lucien Laviscount de Emily in Paris. Esther Exposito et Manu Rios de Elite, Johnny Depp bien évidemment, Nathalie Portman, enfin vraiment, vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup de monde et d'ailleurs si vous voulez regarder un peu des extraits ou des interviews, des célébrités, vous allez en retrouver surtout chez, Brut sur leurs réseaux sociaux et Hugo Décrypte. Et il y avait aussi du coup un dîner qui avait été préparé par Jean Imbert. Jean Imbert, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, il bosse au Plaza Athénée. Il détient des restaurants partout un peu en France, notamment il va bosser avec le Martinez, avec Monsieur Dior, avec The Brando. Il avait été connu en 2008 dans Cool Chef, puis par la suite dans Top Chef. Donc voilà, il a une grande, grosse, grosse ascension pour lui sur les 2 dernières années, donc c'est top. Il faut que j'aille goûter sa cuisine d'ailleurs parce que je ne l'ai toujours pas fait. Il avait un restaurant qui s'appelait Mamie, je crois, dans le 16e. À chaque fois, je me disais, faut que j'y aille, faut que j'y aille, faut que j'y aille, et j'y suis jamais allée. Donc voilà, et ça a fermé entre-temps. Et du coup, donc cette année, ce festival de Cannes, bah, il n'y a pas grand chose à dire. C'est le premier festival avec une présidente femme, Iris Nobloch. J'espère que je ne suis pas en train de casser son nom de famille. Et il s'est pas passé grand chose, si ce n'est les interviews lunaires de Johnny Depp. Il me fait toujours rire parce qu'il est de tension quand il parle. Il est de tension, il prend son temps et ça se voit que c'est un nounours, qu'il est gentil, qu'il a du vécu et il est très honnête dans sa façon de parler. Mais jamais, jamais sans manquer de respect. Enfin, c'était vraiment incroyable de pouvoir l'écouter comme ça parce que je suis pas une grande fan. J'ai jamais trop regardé d'interviews parce que ça m'intéressait pas plus que ça, mais je trouve que c'est un homme qui paraît très, très doux vu comme ça, malgré tout ce qu'on a pu entendre sur, lui et son ex, Amber Heard. Donc ça, je ne prends pas parti. Enfin, je le garde pour moi. Mais bref, la standing ovation du coup de 7 minutes d'Harrison Ford pour le 5e volet d'Indiana Jones, je sais pas si vous avez vu aussi, il était assez ému et d'ailleurs s'il y avait une interview, vous savez, il y a des panels où en gros toutes les stars sont mises, sur des estrades et puis il y a un public, qui est assis dans une salle et il y a des journalistes qui peuvent poser des questions et il y a une journaliste qui a dit qu'il était hot, donc qu'il était encore sexy à son âge et quand on l'a vu se décomposer, bah, moi ça m'a fait rire. Mais il y en a beaucoup que ça a pas fait rire parce qu'ils ont dit que si on avait posé la question et qu'on avait dit ça à une femme, ça aurait fait un scandale. Mais comme là, c'est une nana journaliste qui l'a dit à un mec, ça posait moins problème. Donc voilà, il y a eu tout un bazar avec ça. Et pour revenir sur Johnny Depp, ça me fait penser à l'interview qu'il a fait, je crois que c'était avec Brut, où il parlait un peu de Pierre Ninet, puisqu'il va réaliser un film où il y aura Pierre Ninet dedans. Et il a dit que c'était un bon choix pour le film et que Pierre Ninet est un grand acteur. Donc il me tarde de voir tout ça. Vous pouvez retrouver Johnny Depp aussi au cinéma dans le film de Mai Wen. Il interprète le roi Louis XVI, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'espère que j'ai bien récapitulé tout ce qui s'est passé, que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses.
Il y avait pas mal de news cette semaine. J'espère que ce sera le cas aussi, la semaine prochaine. En tout cas, je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous laisse passer une bonne fin de dimanche et je vous dis à la semaine prochaine et surtout à jeudi pour un nouvel épisode sur un sujet un peu plus complexe, un peu plus dark. On y va toujours plus loin, toujours plus fort. Je ne vous en dis pas plus et je vous dis à jeudi prochain. Ciao, ciao!